Donc bonjour, je m'appelle Jean-Arthur Micoulo-Franqui, je suis psychiatre, professeur des universités en physiologie clinique à l'Université de Bordeaux et je travaille au service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux. Je suis responsable de l'unité d'activité ambulatoire et je suis chercheur associé au niveau de l'unité SAMP6, sommeil, addiction, neuropsychiatrie et co-responsable de l'axe éveil-sommeil. Qu'est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil chez l'adulte? Alors, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'adulte est une des pathologies les plus fréquentes du sommeil chez les adultes. La deuxième pathologie la plus fréquente, c'est le trouble insomnie chronique. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est le fait d'avoir une obstruction complète ou incomplète des voies aériennes supérieures au point d'avoir des répercussions sur le sommeil et sur la vie des gens lorsqu'ils sont éveillés la journée. Et donc c'est une pathologie qu'il s'agit de savoir dépister du fait de ses conséquences négatives qui peuvent altérer la santé de la personne. Est-ce qu'il y a des conséquences comportementales de ce trouble d'apnée du sommeil? La principale conséquence comportementale du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est la somnolence. La somnolence est un des symptômes centraux de la médecine du sommeil. La médecine du sommeil, elle se constitue autour de deux grands symptômes, le symptôme de somnolence et le symptôme d'insomnie. Je dors alors que je devrais être éveillé, ou je suis éveillé alors que je dors. Donc le syndrome d'apnée obstructive du sommeil peut provoquer de la somnolence, c'est-à-dire le sentiment, le besoin impérieux de devoir dormir. Et ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de la personne. La somnolence peut donc avoir des répercussions sur le comportement de la personne et peut être à risque, notamment dans des situations où il ne faut pas s'endormir. Le principal risque de la somnolence, c'est celui de la conduite automobile. D'ailleurs, c'est encadré médico-légalement, c'est-à-dire que tout patient qui présente de la somnolence doit être informé par son médecin, et notamment son médecin psychiatre, que sa somnolence peut avoir des conséquences sur son aptitude médicale au permis de conduire. Cette somnolence, elle peut être multicausale, le syndrome d'apnée du sommeil est une des causes, mais en psychiatrie, l'obésité, parce que les patients avec un trouble mental peuvent avoir de l'obésité, les traitements psychotropes, ou le manque d'hygiène de sommeil qui entraîne un sommeil d'insuffisance qualité, de qualité insuffisante ou de qualité insuffisante, peut aussi avoir des répercussions en termes de somnolence. Donc la somnolence a des répercussions comportementales sur le risque de la conduite et c'est encadré médico-légalement. Cette somnolence peut également avoir d'autres conséquences, puisqu'en fait ça peut entraîner des plaintes cognitives, des plaintes d'attention, de vigilance, et ça peut également avoir des répercussions sur l'humeur et sur les capacités à éprouver des émotions positives la journée. Ça entraîne enfin de l'irritabilité dans ce contexte typique. D'où l'importance de dépister ce type de syndrome en psychiatrie notamment. Alors, dépister une comorbidité somatique chez les patients avec un trouble psychiatrique est une importance fondamentale pour la santé des personnes avec un trouble mental. Les troubles du sommeil en font partie. Donc, il s'agit d'évaluer le sommeil chez les patients avec un trouble psychiatrique. Et comme on l'a vu pour les enfants, c'est important de voir le sommeil de manière transversale. Depuis les comportements de sommeil, ce que je fais pour prendre soin de mon sommeil, et c'est un comportement de santé, le sommeil, mais également jusqu'au trouble du sommeil, mais pas uniquement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Quand on commence à vouloir évaluer le sommeil en psychiatrie, il s'agit de pouvoir évaluer toute cette dimensionnalité du sommeil. Concernant le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, vu que c'est une pathologie fréquente et une pathologie d'autant plus fréquente comme comorbidité chez les patients avec un trouble mental, il est effectivement important de la dépister. Les symptômes importants sont ceux qu'on connaît tous, le ronflement, ou le fait également de constater que le sujet s'arrête de respirer, que le ou la partenaire de lit puisse constater qu'il s'arrête de respirer, ou que si c'est au cours d'une hospitalisation, les soignants constatent qu'il s'arrête de respirer la nuit. Ça, ce n'est pas normal de s'arrêter de respirer avec une reprise respiratoire bruyante. Le patient peut dire aussi avoir la sensation de suffocation. Et chez les patients avec un trouble mental, le fait de suffoquer la nuit n'est pas forcément un symptôme d'anxiété, ça peut être un symptôme du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'enjeu ensuite, c'est de pouvoir évaluer sur ces ronflements et ces apnées pendant la nuit, pendant le sommeil en fait, ont des répercussions sur la journée. Et c'est là où c'est compliqué parce que la somnolence peut être provoquée par plein d'autres choses. Mais il s'agit dans l'interrogatoire d'évaluer tous les facteurs causaux. Et quand on se rend compte que les apnées ou les ronflements peuvent être un des facteurs causaux significatifs de la plainte de somnolence la journée, eh bien, il s'agit de faire un dépistage par une polysomnographie pour pouvoir évaluer l'index d'apnée hypopnée. La polygraphie ventilatoire est également possible, mais celle-ci n'évalue que l'index du ronde à la nuit et pas uniquement pendant le sommeil. Donc que faire si on soupçonne chez soi ou chez un proche ce type de syndrome? Alors, ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir évaluer ce syndrome chez un patient avec un trouble mental, c'est d'abord quelque chose qu'on doit réfléchir au niveau de notre communauté, c'est comment favoriser les filières de soins entre la psychiatrie et les centres du sommeil. Différents systèmes se mettent en place
Il y a à Lille un centre du sommeil qui est au sein même de la psychiatrie. À Paris, il y a le centre Chronos qui permet d'évaluer le sommeil également à la psychiatrie. À Bordeaux, on met en place également une filière sommeil pour les patients avec des troubles mentaux. Donc, il faut rendre accessible les filières sommeil pour les patients avec des troubles mentaux. Pourquoi il faut rendre accessible? Parce que ça permet de pouvoir accéder à un plateau technique qui va évaluer le sommeil, mais également un plateau interdisciplinaire, transdisciplinaire qui va permettre d'évaluer le sommeil avec de plusieurs disciplines médicales. Un patient avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, si chez l'enfant c'est quasi systématique l'ORL, chez l'adulte ça peut être fréquemment nécessaire. Ils peuvent avoir aussi besoin d'avoir une évaluation de psychiatres qui connaissent cet enjeu de la somnolence pour évaluer les différents facteurs causaux de la somnolence. Ils peuvent avoir besoin d'avoir accès à un dentiste. L'hygiène dentaire chez les patients avec un trouble mental est nécessaire à être évaluée et ça peut avoir des impacts sur le sommeil. La médecine dentaire du sommeil se développe et notamment chez les patients avec un trouble mental, cette dimension dentaire pourrait avoir un impact sur le sommeil. Cette approche transdisciplinaire associée à ce plateau technique gagne à pouvoir accueillir les patients avec un trouble mental. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors ce que je peux ajouter, c'est que quand on parle de syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez les patients avec un trouble psychiatrique, on parle du sommeil et on doit faire du sommeil une dimension de santé fondamentale. Ça peut être altéré par les maladies, mais ça peut être aussi altéré parce qu'on ne prend pas soin suffisamment de son sommeil. Et prendre soin de son sommeil, c'est donner la possibilité aux gens avec un trouble mental de mettre en place des comportements de santé. Et ça ne se fait pas seul, ça se fait avec une pensée collective et des démarches qui permettent de repenser la façon dont on peut penser la santé des personnes avec un trouble mental. Merci beaucoup.